Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît, à vos tables respectives. C'est toujours impressionnant pour moi d'arriver sur scène à l'Agile-Tour et de voir ces passionnés qui sont là. Alors, on est plus de 700 aujourd'hui dans cette salle du centre de foire. Merci d'être avec nous. Mon nom est Carl Labrie. C'est un plaisir de vous accompagner pour une 8e année comme animateur et facilitateur. Je remercie infiniment le comité organisateur pour votre confiance. Et vous savez, il y a beaucoup de gens passionnés d'agilité et je veux vous reconnaître qui, par applaudissement, a déjà assisté à une journée de l'Agile-Tour. Merci de votre fidélité. Maintenant, soyez pas gênés. Qui est avec nous pour une première fois cette année? Alors, bienvenue à vous dans la famille Agile. Je dois vous dire qu'on a travaillé extrêmement fort pour vous préparer une programmation à la hauteur de vos attentes. Vous aviez des demandes, on vous a entendu et on va vous présenter des conférenciers de haut niveau qui vont vous parler avec passion de leur écosystème, de stratégies, de solutions pour vous faire avancer, bien sûr, dans l'agilité. L'année passée, c'était notre 15e anniversaire. On l'a organisé sur 2 jours parce qu'on voulait faire quelque chose de spécial. Ça a très bien fonctionné, mais je pense qu'on a créé un précédent parce que cette année, il y a tellement eu de demandes. On organise aussi sur 2 jours cet Agile-Tour, 16e édition 2024. Ça prouve une chose, c'est que l'agilité est de plus en plus en demande. Ce n'est pas juste un mot qui est cool, ce n'est pas une mode. L'agilité en 2024, c'est devenu vital. Si on n'est pas agile, on peut être dans le trouble. Et je pense que la vie est beaucoup plus facile quand on est agile. On a un comité organisateur qui s'est défoncé depuis 364 jours parce qu'on a commencé à travailler sur cette édition dès le lendemain de l'édition. Très fier de cette programmation. Et pour vous souhaiter officiellement la bienvenue, je vous demande d'accueillir chaleureusement le coordonnateur de l'Agile-Tour 2024, M. Adrien Hannon. Chers agilistes, bonjour. Au nom du comité organisateur, je vous souhaite la bienvenue pour cette 16e édition de l'Agile-Tour de Québec. Cette année encore, l'événement arrive avec son lot d'innovations. La première, c'est la mise en place de parcours thématiques. Ils sont au nombre de 4. Nous allons traiter l'agilité organisationnelle, l'agilité à l'échelle, j'ai un petit trop, le DevOps. Bref, nous espérons avoir mis à votre disposition une meilleure visibilité sur tous les sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Nous avons ensuite une innovation au niveau des conférences. Elles ont été après l'événement avec le mode opératoire pour récupérer les PDU. Une troisième innovation, cette fois, va être autour des ateliers. Vous les avez fortement plébiscités l'année dernière. Nous vous avons écoutés et cette année, il y en a 8 répartis sur les 2 journées. Autre innovation environnementale cette fois, plus de plastique. Les cocardes, alors pour ceux qui en ont, parce qu'on est tombé à court, mais cette fois sont en carton. Les boîtes repas, elles, sont recyclables. Dernière innovation cette fois, philanthropique et sociétale, car nous reversons 5 $ par billet vendu à l'organisation communautaire Centraide Québec. Ils vont venir rapidement se présenter avant 14 h aujourd'hui. Je tiens à remercier... Merci pour eux. Je tiens à remercier tous les conférenciers en herbe qui nous ont envoyé des propositions de conférences. Nous avons dû faire une grosse sélection avec le comité organisateur. C'était un travail de grande qualité. On vous remercie, on compte sur vous l'année prochaine pour nous renvoyer de nouvelles propositions. Je vais remercier nos conférenciers qui vont être là sur les 2 journées et qui vont nous emmener avec eux au cœur des dernières innovations en matière d'agilité. Merci à eux. Je n'oublie pas les partenaires. Pour cela, je vais donner la parole à Jean-Simon Raté, président d'Agile Québec. Merci Adrien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel, puis c'est plaisant à voir. Donc, notre événement, l'Agile-Tour Québec, évidemment, sans votre présence, ça ne peut pas avoir lieu, mais ça ne peut pas avoir lieu non plus sans la présence de nos partenaires. Donc, j'aimerais qu'on les remercie ensemble.
Donc, tout d'abord, nous avons notre partenaire Food Agilité, donc CGI et Cofomo. Nous avons également notre partenaire enthousiaste, qui est Zentelia. Sinon, nous avons plusieurs partenaires supporteurs, soit Innovmetric, Levio, Nexap, Transition Service Conseil et Systematics. Nous avons également nos partenaires start-up et petites entreprises, donc Imogine et Logisphère. Sinon, notre partenaire découverte, c'est TRL. Il ne faut pas oublier non plus nos partenaires de services, donc La Console et Lucar. Et pour finir, comme Adrien l'a mentionné, notre partenaire philanthropique Centraide Québec. Donc, j'aimerais également vous glisser un mot pour votre implication. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, la programmation, en fait, et l'organisation pour la prochaine édition de l'Agile Tour va commencer dans les prochaines semaines. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, j'aimerais ça discuter avec vous pour qu'on puisse regarder pour la suite des choses. On cherche aussi des gens pour le conseil d'administration et on cherche aussi des partenaires pour la prochaine édition de l'événement de l'Agile Tour. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler. On va avoir un kiosque aussi à la salle 10 pour Agile Québec. Donc voilà, merci et bon Agile Tour. Merci Jean-Simon. Je vais demander à l'équipe du comité organisateur de me retrouver sur scène. Ça fait effectivement une bonne année qu'on prépare cet événement, que l'on espère à la hauteur de vos attentes. Voilà toute l'équipe. Alors nous avons à la programmation cette année Mohamed Olfa Youssef. À la trésorerie, nous avons Jérôme. Et logistique, technologie, nous avons Mathieu, Mélanie et Chérif qui est en train d'éteindre des incendies un peu plus loin. Merci à eux et nous espérons que vous passerez un bon événement. Pour finir, je vais vous remercier à vous, chers participants, d'avoir répondu présent, car vous faites vivre avec nous cette communauté agile de Québec. Un grand merci à vous d'être ici aujourd'hui. Avant de rendre la parole à Karl, je vous souhaite un très bel événement. Merci à vous. Merci Adrien, merci Jean-Simon, merci à tout le comité organisateur pour votre excellent travail. Rapidement, quelques consignes aujourd'hui, histoire de vous faciliter la vie. Pour répondre à vos questions à propos des horaires des salles, adressez-vous directement à nos bénévoles. Ils sont vêtus d'un chandail bleu. D'accord? Vous pourrez facilement les repérer un peu partout. Parlez aux membres du comité organisateur également, qui sont vêtus d'une veste marine avec le logo de l'Agile Québec. On vous invite aussi à partager votre expérience sur les réseaux sociaux parce qu'on veut faire grandir la communauté. On veut que vos amis, vos contacts deviennent aussi passionnés que vous par l'agilité. Alors, pourquoi pas faire ça sur un mois l'année prochaine? Je rêve, mais bon, ça peut arriver. L'aperçu du déroulement de la journée. Le programme, donc, est disponible sur l'application SwapCard. Pour le dîner, on va tous se retrouver dans cette même salle. Vous avez reçu un coupon à l'entrée. C'est celui que vous allez utiliser pour l'échanger contre votre lunch ce midi et un breuvage. Cette première journée va se terminer aux alentours de 16h30. On va tout faire pour rattraper cette demi-heure qu'on a perdue ce matin à cause de la congestion que nous avions à l'entrée. Il y aura un cocktail, donc, ce soir, réseautage. Vous allez pouvoir rencontrer les conférenciers ou aussi jaser avec vos nouveaux amis agiles que vous allez rencontrer aujourd'hui. C'est un 5 à 7 qui sera hyper convivial et très sympathique qui va se dérouler à la salle numéro 10, près des kiosques des partenaires. Au niveau de la signalisation aujourd'hui, pour vous orienter au fil de cette journée, référez-vous aux écrans placés devant les salles d'atelier et des conférences qui vous indiquent les éléments à venir au programme. Pour accéder à la majorité des salles, ainsi qu'une seconde station de rafraîchissement, vous devez monter par l'ascenseur ou encore les escaliers situés à l'entrée CD, juste passer la billetterie. Ça sera facile pour vous de vous retrouver. Point très important, aujourd'hui, nous partageons le centre de foire avec un autre événement, mais sachez bien qu'on a bien identifié avec des signalisations Agile Tour pour vous aider à bien vous retrouver à l'intérieur de nos événements de la journée. Nous avons le plaisir aujourd'hui, pour notre première keynote, d'accueillir pour démarrer cette journée en force une experte en performance organisationnelle. Elle a piloté plusieurs projets de transformation numérique d'envergure dans diverses entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Dans cette keynote d'ouverture, elle va mettre en lumière les barrières culturelles et organisationnelles qui entravent l'adoption de l'agilité
avant d'identifier les leviers qui permettent aux organisations d'atteindre leurs ambitions numériques. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour accueillir la vice-présidente de Cofomo, Mélanie Labbé. Allô, merci. Bien, merci pour l'accueil. Merci à mon fan club aussi d'être présent aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous étiez là. J'ai assisté à une conférence il y a quelques mois qui était donnée par un gestionnaire du FBI. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il parlait de la transformation numérique de son organisation, du FBI. Puis, dans le cadre de sa présentation, il amenait une citation de Bouddha qui dit « Le problème, c'est qu'on pense avoir du temps. Le problème, c'est qu'on pense avoir du temps avant de pouvoir démarrer notre transformation numérique. Puis le problème, c'est qu'on pense avoir du temps pour réaliser notre transformation numérique. » Puis je me suis dit, c'est vrai, parce que pour moi, plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil, parce que Bouddha, ça date d'avant Jésus-Christ, et ce n'est pas le seul à avoir fait des constats, à avoir écrit des lois, des adages pour essayer de nous inspirer à ne pas répéter, les mêmes erreurs. Puis pourtant, on ne semble pas apprendre dans le cadre de nos projets de transformation numérique, puisque 70 % des projets de transformation numérique échouent à atteindre leurs résultats. 70 %, c'est énorme quand même. Alors, ça m'a inspiré mon retour d'expérience aujourd'hui de vous parler de ces risques-là, de ces enjeux-là qu'on continue de matérialiser puis qui font qu'on n'atteint pas le plein potentiel dans le cadre de nos projets de transformation. Je me présente, je suis Mélanie. On m'a dit que cette coupe de cheveux-là était à la mode. Donc, je vous présente mon fils Zach, maman d'un garçon, co-maman de 2, une sportive. D'ailleurs, je n'ai pas de talons aujourd'hui parce que j'ai fait un demi-marathon dimanche. Fait que j'ai opté pour l'espadrille. Je suis encore capable de me pencher, mais ça s'arrête pas mal à ça. Je suis une passionnée de cuisine, j'y reviendrai, mais je suis aussi une passionnée de performance dans toutes les sphères de ma vie. D'ailleurs, je parle environ 180-200 mots minute. J'espère que le marketing apprécie mon effort depuis que j'ai commencé ma présentation. Donc, si je m'emballe, n'hésitez pas à m'arrêter pour que vous puissiez me suivre parce que j'ai énormément de contenu pour vous aujourd'hui. J'ai énormément de choses à vous partager. Mon hypothèse, si les risques dont on va parler continuent de se matérialiser d'un projet à l'autre, c'est que la vraie agilité existe peu. Quand je dis que la vraie agilité existe peu, c'est que pour moi, l'agilité, présentement, se bute au legacy culturel dans nos organisations. Qu'est-ce que j'entends par legacy culturel? C'est qu'il ne suffit pas, vous le savez, là, vous le savez encore mieux que moi, de mettre en place une escouade pour se dire agile. Hein? L'agilité à l'échelle, pour aller chercher le plein potentiel, est nécessaire. Puis quand je dis que la vraie agilité existe peu, c'est que je constate qu'on se bute constamment à des pratiques irritées dans nos organisations et irritantes, on va le dire comme ça. Des pratiques comme, par exemple, des planifications annuelles, de la performance évaluée sur le budget. Donc, on est mixte. On a une mixité dans notre approche qui fait que ça devient difficile, je pense, d'aller chercher le plein potentiel de l'agilité. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Non, bon, merci. Je vais vous réveiller un petit peu. La transformation numérique, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'entende sur ce que c'est. La transformation, ça le dit, c'est culturel, ça nous amène à réinventer nos processus, ça nous amène à réinventer notre expérience client, à repenser notre produit, à exploiter les données pour être capable de prendre des décisions éclairées. Puis au fur et à mesure que notre périmètre s'agrandit, à nous sécuriser, puis à nous assurer d'être conformes, puis de répondre aux attentes en matière de conformité et de sécurité, par exemple. Donc, la transformation numérique, ça nous offre une multitude d'opportunités de faire des faux pas.
Okay? Puis, vous le savez, la transformation numérique, c'est un processus. Il n'y a pas un début et une fin. On devrait être présentement dans nos organisations en transformation perpétuelle pour rester pertinent pour notre client. Donc, c'est ça la transformation numérique. Puis, je reviens à mes risques, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y en a plusieurs, il y en a plein de risques. Puis, je suis un peu caricaturale aujourd'hui parce que vous comprendrez que j'espère que votre organisation n'empile pas chacun de ces risques-là, mais c'est ceux que j'ai choisis aujourd'hui. Le risque temporel, c'est-à-dire le risque de procrastiner avant de démarrer notre transformation numérique ou encore de mal utiliser notre temps, le temps dont on dispose, pour faire des choses à haute valeur ajoutée. Je veux vous parler du risque lié aux estimations, le fait de sous-estimer ou de surestimer ce qu'on a à faire dans le cadre de notre transformation. Je veux vous parler du risque qui est lié à la capacité. On accuse un retard, fait on ajoute des bras, ce qui diminue l'imputabilité, ce qui dilue les responsabilités. Je veux vous parler aussi du risque de ne pas se transformer au niveau de la gouvernance, parce que les projets de transformation numérique requièrent que nos équipes de direction fassent un shift vers l'agilité. Puis finalement, je veux vous parler des risques qui sont liés à la solution, c'est-à-dire de livrer une solution qui ne répondra pas à l'ensemble de nos besoins ou encore qui ne nous permettra pas de maximiser le retour sur investissement qu'on avait prévu. Donc, je vous amène dans cette aventure-là qui, heureusement, finit bien, parce que je ne veux pas seulement vous parler de risques aujourd'hui, mais aussi vous parler de certains leviers tout au long de ces risques-là, mais en plus, je vous garde quelques opportunités pour la fin de nous améliorer. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Non, ça va, je regarde. Donc, voilà. On sens avec un premier risque, celui du risque temporel. Il y a des organisations qui vont vraiment emboîter le pas sur la transformation numérique au moment où elles sont en haut, hein, au moment où les revenus sont au rendez-vous, les marges sont au rendez-vous, puis on a la capacité de prioriser puis de faire des projets qui sont pertinents. Puis malheureusement, il y a les autres organisations qui vont attendre de commencer de descendre vers l'obsolescence avant de se dire, bien, what's next? Qu'est-ce qui serait pertinent pour mon organisation? Puis à ce moment-là, déjà, il commence à être un peu tard. Parce que, évidemment, bien là, les revenus sont à la baisse, puis on est déjà dans un contexte où on doit faire plus de choix. J'ai posé la question à ChatGPT, c'est quoi le meilleur moment pour entamer une transformation numérique? Puis il m'a dit, il n'est jamais trop tard. Moi, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Lorsqu'on n'est plus pertinent au niveau de notre produit, lorsqu'on n'a pas pu optimiser notre processus, lorsqu'on ne répond plus aux besoins de nos clients, lorsqu'on n'est pas capable d'exploiter nos données pour prendre des bonnes décisions, lorsqu'on est vulnérable en matière de conformité et de sécurité, bien, je m'excuse, il est trop tard. Puis ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est trop tard, parce que Cyril, la loi de Parkinson, 1955, nous a appris que le travail s'étend de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Le travail s'étend de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement, et j'ajouterais que souvent, on va prendre le temps dont on dispose dans le cadre de notre projet de transformation numérique pour ajouter des choses qui ne sont pas à valeur ajoutée. Alors, dans mon risque temporel, il y a deux choses. Le fait de procrastiner et de démarrer trop tard. Je ne suis pas d'accord avec ChatGPT sur ce point. Puis, il y a le risque de mal utiliser notre temps. Donc, ne perdons pas de vue, jamais, dans le cadre de nos projets de transformation numérique, la tendance à la complexification que les individus et les organisations ont tendance à faire, c'est-à-dire compliquer les tâches, les processus en ajoutant des étapes inutiles. Et surtout, capitalisons sur l'agilité, la vraie. Okay? L'agilité peut mitiger les risques qui sont en lien avec la loi de Parkinson, de mal utiliser notre temps, parce qu'il va privilégier des délais courts, hein, des itérations rapides qui vont nous permettre de nous réajuster en cours de route, parce qu'on va faire une priorisation qui est basée sur la valeur, parce qu'on va réviser en continu ce qu'on a à faire, puis parce qu'aussi on peut utiliser des leviers technologiques pour nous aider à planifier nos projets.
Donc, premier risque, le risque temporel. Je voulais aussi vous parler de Douglas, que j'appellerai par son prénom parce que je n'ose pas faire de tentative sur son nom de famille. Douglas, ce qu'il nous a appris, c'est que le temps estimé pour terminer un projet est toujours inférieur au temps nécessaire pour le terminer. Depuis 1979, on sous-estime la complexité de ce qu'on a à faire, et ce, même quand on ajoute de la contingence. On n'apprend pas, tu sais. Puis, je fais une parenthèse, une première parenthèse de plusieurs. Les estimations, c'est un excellent exemple de legacy culturel. Les organisations veulent garder de la variabilité dans leurs hypothèses, mais les organisations veulent aussi des cahiers de charges fixes où on va savoir exactement ce qu'on doit livrer, à quel moment on va livrer, qu'est-ce qu'on aura le 18 juin 2028 de matérialiser. Okay? Mais on veut être agile, mais on veut aussi... Donc, vous voyez, quand je dis legacy culturel qui nous empêche de maximiser le plein potentiel de l'agilité, c'est un bon exemple. Donc, Douglas, il met en lumière cette tendance-là chronique à sous-estimer ce qu'on a à faire, puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles on sous-estime les choses qu'on a à faire. D'abord, l'inexpérience. Vous le savez, en TI, on a quand même un turnaround, là, un petit peu moins grand ces temps-ci, mais qui fait qu'on a souvent des gens qui sont inexpérimentés dans nos organisations pour évaluer ce qu'on a à faire. Ensuite de ça, ce qui fait qu'on sous-estime le temps de ce qu'on a à produire, c'est souvent les interrelations, les interdépendances entre les gens et les tâches. Il y a aussi le manque de contrôle, de discipline. On a tous dans nos projets de transformation des gens qui procrastinent puis des gens qui sont trop perfectionnistes. Donc, on essaie de se situer entre les deux. Puis, le contexte instable. Donc, ce sont des éléments qui amplifient l'adage, finalement, de Douglas qui nous amène à sous-estimer ce qu'on a à faire. Puis là, je veux absolument vous parler de mon souper du dimanche. Parce que dimanche dernier, j'ai ajouté ça à la dernière minute, dimanche dernier, j'ai reçu ma famille à souper, puis j'ai littéralement tombé dans le piège du risque de la loi de Parkinson et de Douglas. J'avais tout l'après-midi devant moi pour préparer un véritable festin. Une entrée, un plat principal, des accompagnements. Je recevais ma famille, ma soeur jumelle, ma petite sœur, mon frère, mon petit frère, ma petite sœur, grosse gang. Avec tout ce temps, je me suis fait un plan qui n'était pas tout à fait au point. Parce qu'en cours de route, je suis tombée sur des tutoriels sur YouTube parce que j'avais le goût d'une table décorée de façon automnale. Et puis, je me suis lancée dans l'origami. L'origami pour les napkins, les napperons. Puis, j'avais oublié de vous dire que j'avais envisagé faire un dessert complexe avec de la meringue chalumeau que je n'avais jamais utilisé. Or, à la fin de la journée, je me suis retrouvée sous la pression, sans rôti, avec une table superbement décorée, mais sans l'essentiel qui était mon repas. Okay? Alors, si j'avais utilisé la vraie agilité pour m'appliquer mes propres concepts, j'aurais été en révision continue. Hein? Les réunions de rétrospective à la fin de chaque sprint permettent d'examiner ce qui a été fait, de revenir aussi challenger si mes hypothèses en frais d'estimation n'étaient pas justes. Donc, je me serais ravisée, puis j'aurais axé finalement mon temps sur ce qui était vraiment pertinent. Puis l'agilité m'aurait aidé en me permettant d'intégrer de l'incertitude puis de la complexité inhérente dans mon plan de match, finalement, pour l'après-midi. Ça va jusqu'ici. Donc, premier risque temporel, deuxième risque, sous-estimation de ce qu'on a à faire. À l'instar des deux premiers risques, toutes les organisations vont ajouter des bras à un projet en retard. Donc, mon projet de transformation numérique jusqu'à présent, notre projet de transformation numérique, a démarré en retard, fini probablement plus tard que ce qui est prévu parce que j'ai sous-estimé ce que j'avais à faire. Donc, le réflexe, ajouter des bras. Même si, depuis 1975, on sait qu'ajouter des ressources humaines à un projet logiciel en retard ne le fait que le retarder davantage. Puis on continue de faire ça. OK? Puis là, je vais vous faire une autre parenthèse.
je suis en amont de l'estimation. Nos organisations mettent énormément d'efforts dans le processus de concertation et de priorisation des projets. Vrai? Que ce soit trimestriel, annuel, peu importe, là, on a un backlog de projets que les unités d'affaires documentent. Puis là, on s'en va au comité de direction. On identifie des critères de priorisation des projets. On permet d'augmenter les revenus, diminuer les coûts, d'améliorer l'expérience client, etc., etc. Là, je passe tout mon backlog de projets dans la moulinette. Là, je sélectionne les meilleurs candidats de projets en fonction du risque puis de ce que ça va me rapporter comme investissement. J'assigne de la capacité à mes projets. Mes projets démarrent. J'ai fait un effort là, pour faire tout ça. Mes projets démarrent et au premier retard, je bousille tout ça, toute cette affectation-là, pour réassigner des projets des gens, finalement, sur un projet qui est en retard pour le retarder davantage. C'est moi ou... C'est sûrement... alors que toutes les organisations souffrent d'un manque de capacité. Alors, en tout cas, levez la main si votre organisation a plus de capacité que de projets. Merci. Donc, c'est sûr que ça contredit l'intuition humaine, d'ajouter des gens va me retarder davantage. Mais il y a des facteurs qui expliquent ça. C'est ces facteurs-là qu'on ne doit pas perdre de vue. D'abord, la courbe d'apprentissage. Vous le savez, on a une équipe de développement. Tout le monde a atteint là, sa vitesse de croisière. On est à 180 km/h. Puis là, je vais ajouter des nouveaux développeurs qui vont venir ralentir cette vélocité-là parce qu'évidemment, je n'aurai pas le choix de transférer des connaissances à ces développeurs-là, par exemple, qui viennent de joindre mon projet. Deuxième chose, le coût de communication. Plus j'ai de monde, à mesure que l'équipe s'agrandit, le coût de communication augmente de manière exponentielle. Puis il devient plus difficile pour moi de tenir tout le monde informé et aligné. Dernière chose, la fragmentation de la tâche. C'est qu'à un moment donné, là, il y a des choses qui ne se subdivisent pas. Fait que j'ai ajouté des gens, mais vient un temps où ma tâche, là, je ne suis plus capable de la diviser, puis ça ne sert plus à rien que j'ajoute des gens. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé d'appeler à la rescousse mes cousins et mes cousines qui, bien intentionnés, débarquent dans ma cuisine. Ma tentative de gagner du temps en augmentant le nombre de mains disponibles, se transforme rapidement en une leçon vivante de la loi de Brooks. Tout comme en cuisine, ajouter des personnes à une tâche en retard qui a plus de confusion, nécessite de la coordination et au final ralentit tout le processus. L'agilité, la vraie, ce qu'elle m'aurait permis pour mitiger ces risques-là, c'est d'abord de privilégier des petites équipes cross-fonctionnelles. Donc, des équipes où on a vraiment des gens de divers aspects, pour couvrir divers aspects du projet qui vont être autonomes. L'agilité, vous le savez, permet aussi une intégration, ou en tout cas privilégie une intégration continue des apprentissages. Ce qui fait que si je développe en continu les compétences de mon équipe, bien, quand je les onboard sur mon projet, ils sont susceptibles de partir de moins loin puis d'être plus rapides. Puis, dernière chose, décentralisation de la prise de décision en donnant aux équipes la capacité de prendre des décisions importantes. Je me permets une autre parenthèse, peut-être la quatrième. Je vais aller voir c'est quoi ma parenthèse, ça ne vous dérange pas? Je trouve qu'on part toujours avec des bonnes intentions. OK? Semaine 1, là, on part avec notre petite équipe cross-fonctionnelle. La semaine 2, les finances sont là. La semaine 3, le marketing est là. La semaine 4, le légal s'est ajouté. La semaine 5, le service à la clientèle est là. On part avec des bonnes intentions, mais tout le monde veut être impliqué. Alors, désormais, vous pourrez ajouter mon adage aux adages de nos anciens, parce que si j'avais un adage, ce serait que d'ajouter des ressources humaines nous éloigne d'un consensus. Et puis, écoutez-moi bien, je ne suis pas contre l'obtention d'un consensus, mais la vérité, c'est que plus on ajoute des gens, plus ça devient difficile d'avoir un consensus. Puis l'absence de consensus nous fait faire du surplace et nous ralentit. Fait que vous retiendrez mon adage, vous pourrez le plugger un jour quelque part. Un statut de notre projet jusqu'à maintenant, on a procrastiné avant de démarrer, on a sous-estimé la complexité, on a ajouté des bras, ce qui a retardé encore plus notre projet. Puis il va y avoir un autre impact à ça, c'est la dilution des responsabilités puis l'imputabilité.
Okay? Quand on ajoute des gens, avez-vous déjà entendu le concept là, de l'apathie du témoin? Si quelqu'un tombe, là, puis personne n'y va, bien, personne n'y va. Okay? C'est la même chose dans un projet de transformation numérique. Et je voulais qu'on lise ensemble ce poème-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent pour bien rendre ce que c'est le manque d'imputabilité et la dilution des responsabilités. Il était une fois 4 individus nommés tout le monde, quelqu'un, n'importe qui et personne. Un travail important devait être fait et tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Tout le monde aurait pu le faire, mais personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car il s'agissait du travail de tout le monde. Tout le monde pensait que n'importe qui pourrait s'en occuper et personne ne réalisa que quelqu'un ne le faisait pas. Quelqu'un se fâcha car il s'agissait du travail de tout le monde. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à quelqu'un et personne ne sait ce que n'importe qui aurait pu faire. Je vous laisse digérer ça parce que je suis sûre que vous avez des noms de personnes en tête, mais l'idée, c'est de se rappeler qu'il y a un principe psychologique qui stipule que les gens sont moins susceptibles de prendre des responsabilités lorsqu'il y a plus de monde. Pourtant, l'agilité, la vraie, pourrait répondre à certains de ces risques-là. D'abord parce qu'on mise sur la transparence, Scrum, mêlée quotidienne, revue de sprint, rétrospective. Ça devient difficile de se cacher. Là. Chaque matin que tu n'as rien à faire ou que tu n'as rien à dire, il y a un problème. Deuxième chose, les rôles et responsabilités sont bien définis. Tu ne peux pas errer. Tu es Scrum Master, tu es Product Owner, tu as des responsabilités qui viennent avec ton rôle. Puis, il y a aussi un engagement envers les parties prenantes. Il y a des revues de sprint où on montre ce qui a été accompli. On crée un cycle de feedback rapide. Donc, l'agilité, la vraie, je pense que c'est plus difficile de se cacher. Je pense qu'en intégrant ces 3 principes-là de l'agilité dans un environnement de travail, je pense qu'on s'assure d'avoir des responsabilités qui sont encore plus partagées. J'y viens à mon avant-dernier risque, le risque lié à la gouvernance. Le risque que notre équipe de gouvernance ne fasse pas le shift nécessaire pour accompagner les équipes. Quand on parle d'agilité organisationnelle, vous le savez mieux que moi, que l'équipe de direction n'ait pas les compétences pour nous accompagner là-dedans, c'est un enjeu. Puis là, je le sais que ça ne concerne pas aucune des organisations qui sont ici, mais ce que j'ai constaté, moi, à quelques reprises dans les organisations, c'est des changements de priorité nombreux. Un manque de visibilité de la direction sur les travaux TI, des demandes qui sont adressées au TI sans concertation, priorisation à l'échelle. Les demandes rentrent de partout. Une surestimation de la capacité des TI à livrer. Une sous-estimation de la complexité des efforts pour faire les projets. Puis une sous-estimation des efforts requis pour opérer et maintenir quotidiennement les systèmes et parcs actuels. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais j'ai eu l'opportunité de croiser ces réflexes-là à un bon nombre de fois dans divers mandats. La vérité, c'est que la haute direction doit protéger l'équipe, gérer les attentes des unités administratives qui ont des demandes pour l'équipe TI. Puis elle doit maintenir les priorités. L'équipe de direction là, doit être les super-héros de nos équipes TI. Donc, perdons pas de vue ce besoin-là de les accompagner dans le cadre des projets de transformation numérique. John Carter, 1996, toujours au niveau de la gouvernance, a amené un modèle qui est en 8 étapes, que je trouvais pertinent pour accompagner la gouvernance dans le cadre de sa transformation. Ce qui nous enseigne, c'est d'abord de créer un sentiment d'urgence, puis de partager ce sentiment d'urgence-là, de créer une coalition, de développer une vision de stratégie, de la communiquer, évidemment, de responsabiliser les collaborateurs, de générer rapidement des résultats, de consolider le succès, puis d'ancrer les nouvelles pratiques. Donc, si j'avais partagé ma vision, puis formé une coalition directrice, probablement que j'aurais pu servir mon rôti. Comment l'agilité, la vraie, peut nous aider à améliorer le retour, la participation de nos équipes de gouvernance?
D'abord parce que l'agilité privilégie la confiance et la transparence, donc d'établir une culture où on partage ouvertement et avec authenticité les informations, les progrès, les défis. Parce qu'on privilégie une vision claire, partagée, où l'organisation s'aligne avec la vision stratégique, puis parce que finalement, on privilégie une hiérarchie aplatie pour réduire les niveaux de décision, etc. Un dernier risque, juste un dernier, le risque de ne pas maîtriser la technologie qu'on implante. Vous le savez, si une technologie n'est pas correctement comprise ou mise en œuvre, ça peut ouvrir la porte à des vulnérabilités. Ça, c'est une chose. Puis, le risque de ne pas maîtriser la technologie, son impact va dépendre de la nature du projet, de l'envergure du projet, du secteur d'activité. Mais dans tous les cas, pas maîtriser peut nous amener des vulnérabilités au niveau de la sécurité. Ça peut aussi amener de la résistance au changement. Okay? Puis plus le changement est grand, plus la résistance au changement va être grande. Ça peut amener des rendements qui sont inférieurs aux attentes. Évidemment, vous savez, les organisations, on sélectionne des produits, on fait notre business case là, finalement sur le retour investissement, si j'avais maximisé le potentiel d'utilisation de mon produit. Mais si mon produit n'est pas configuré, puis que je n'exploite pas le maximum de la solution dont j'ai fait l'acquisition, bien, je risque de me retrouver dans une situation où je n'ai pas le retour sur investissement attendu. Puis, évidemment, j'ai toujours le risque de créer une dépendance avec les fournisseurs qui m'ont aidé dans l'implantation de cette solution-là. Donc, je peux être vulnérable en matière de connaissances pour m'accompagner finalement par la suite. En marge, parce que ça me prenait un auteur, j'ai décidé de vous parler de Melvin Conway, parce qu'on fait référence ici à la solution qui est implantée ou en tout cas configurée. Melvin Conway, ce qu'il stipule, c'est que la structure logicielle d'un système reflète la structure organisationnelle. Donc, toute organisation qui conçoit un système va concevoir une structure qui sera la copie de sa structure d'organisation. Tu veux du microservice? Tu veux du monolithe? Regarde comment est structurée ton organisation. Si une entreprise est structurée en silos avec une communication limitée entre les départements, il est probable que le logiciel développé présentera des intégrations des interfaces maladroites. À l'inverse, si une organisation qui favorise des équipes agiles, interfonctionnelles, avec une communication fluide, ouverte, on est plus susceptible de produire un écosystème qui est intégré et cohérent. Pour les leaders de demain, ça signifie qu'une attention particulière doit être apportée, ou en tout cas, on doit s'arrêter à la structure. On va commencer en retard, on va sous-estimer ce qu'on a à faire, on va ajouter des bras, ce qui va nous retarder davantage, on va avoir de la difficulté à obtenir un consensus, on va avoir moins d'imputabilité, on va diluer les responsabilités. On ne sera pas nécessairement accompagné dans notre shift vers l'agilité organisationnelle. Puis on va finir par livrer un produit qui ne répond pas à nos besoins. Oh, je sais que c'est un peu déprimant, mais je ne vous laisse pas là-dessus. Je vous parle de certains leviers qui sont à notre portée. À notre portée pour faire un souper presque parfait, parce que c'est possible. Puis le premier levier dont je veux vous parler, c'est la transformation virale. C'est le concept de la boule de neige là, que je roule. Là. La capacité de capitaliser sur des éléments de ma transformation numérique pour les réinvestir dans ma transformation numérique. Donc, évidemment que ça peut sembler paradoxal, mais c'est une stratégie qui est pragmatique, hein, de réinvestir les bénéfices des premières phases de ma transformation dans ma transformation pour rouler ma balle de neige. Deuxième élément de ma transformation virale, la transformation numérique, on en a parlé tantôt, ça implique d'utiliser des données, hein, de générer de la donnée que je peux utiliser pour prendre des décisions éclairées. Dernière parenthèse, je trouve que les organisations prétendent savoir ce que leurs clients veulent. Les 3 besoins d'un client sont toujours les mêmes, se sentir compris, rassuré, important. Si vous avez eu une mauvaise expérience client une fois dans votre vie, pensez-y, assurément qu'il y a un de ces 3 besoins-là qui n'a pas été répondu. Compris, rassuré, important. Pour être sûr de livrer un produit
qui permet à notre client d'être compris, rassuré, important, de se sentir important. C'est important de sonder ou encore d'exploiter les données pour prendre des décisions éclairées. Et ça aussi, ça me permet de rouler ma balle de neige. Dernière balle de neige à la tête de mon bonhomme, des partenariats stratégiques. Tantôt, je vous ai dit que la dépendance avec un fournisseur, c'était un risque, mais d'utiliser un fournisseur, c'est aussi une opportunité. D'utiliser un partenaire stratégique pour réaliser ma transformation numérique, ça peut me permettre d'aller chercher des ressources complémentaires, des expertises précises pour renforcer, accélérer notre transformation. Notre deuxième levier, là, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient écouté le film F1, la série F1 sur Netflix. Mon chum, il pensait que je n'écoutais pas, mais il utilise la télémétrie maintenant dans les véhicules des différentes écuries, puis ça l'a permis d'accélérer de façon importante la vitesse des véhicules. La télémétrie, c'est les données là, qui s'ajustent en temps réel. Je ne ferai pas un cours, là, je ne connais pas ça du tout, mais le parallèle que je fais, c'est que la télémétrie est aux voitures des écuries ce que l'IA peut être au service de l'agilité pour le futur. Je pense que l'IA peut être un accélérateur incroyable dans le cadre de nos projets de transformation numérique. D'abord, parce qu'elle me permet d'analyser des données similaires à des projets similaires, donc de mitiger les risques, par exemple, en lien avec les lois de Parkinson ou de Douglas, pour avoir plus de précision dans nos estimations et les dates de fin. Aussi parce que l'IA me permet d'automatiser davantage l'assignation des tâches en fonction de la charge de travail des gens dans le projet, en fonction de leur aptitude à prendre ces éléments de travail-là supplémentaires. Puis, dernière chose, on est déjà là, mais on peut être encore plus là, c'est tout ce qui concerne l'automatisation des tests. L'IA peut détecter, corriger des erreurs, permettre d'accélérer le cycle de révision puis la qualité des livraisons. La synergie entre l'IA et l'agilité promet de transformer de manière importante la façon dont on va exécuter les projets. Et j'ai un dernier levier, parce qu'on a parlé de tout l'accompagnement qu'on doit faire auprès de nos équipes de gouvernance pour les aider à mieux nous accompagner. Imaginons si en plus, on pouvait les former pour qu'ils exploitent les principes de la psychologie de l'agilité. On peut aller plus loin en comprenant les comportements dans les organisations. Ça nous fournit des insights précieux. Je fais référence notamment à la théorie de l'autodétermination, au concept d'apprentissage social, à la modélisation, à la psychologie de l'échec, qui sont des éléments qui, s'ils sont mieux compris, nous permettent d'être moins dans le legacy culturel et plus dans l'agilité avec tout ce que ça comprend, notamment au niveau des échecs puis de rebondir. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On sait qu'il y a de nombreux projets de transformation numérique qui échouent, pas à cause des technologies, mais en raison de notre incapacité à adopter une véritable agilité. En revenant sur les leçons du passé, on voit que l'histoire se répète, puis la clé, c'est de reconnaître nos erreurs, puis de tirer parti de ce qu'on a appris pour ne pas laisser les échecs se reproduire. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question, on est-tu prêt à écouter les leçons du passé puis à essayer de mitiger ces risques-là, ces enjeux-là? Parce que pour moi, l'avenir de nos transformations, de nos entreprises, dépend de notre capacité à innover. Puis je pense que là, il est comme temps de rompre le cycle, là, parce que vous l'avez vu, ça date depuis de nombreuses années. Et je vous laisse sur une dernière citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Si vous avez des questions, je reste disponible et je vous remercie de votre attention. L'animateur qui n'ouvre pas son micro. Comme la base, je n'étais pas très agile sur celle-là. Merci. Très belle prestation. Communication naturelle.
Exceptionnelle prestation, merci encore. Alors, cette keynote ouvre officiellement l'Agile Tour 2024. Je pense que ça commence fort. Je vais vous dire qu'en salle 10, on vous invite à visiter nos kiosques partenaires qui ont beaucoup à partager avec vous. Entre autres, il y a même des jeux d'arcade. Ça vous tente de vous défouler un peu dans le coin de la journée. On va vous divertir aussi à ce lieu. Les 2 étages maintenant d'Exposité sont maintenant ouverts. Vous pouvez assister aux conférences qui sont affichées sur les écrans. C'est maintenant l'heure de la pause. Et histoire de garder cette salle très propre, s'il vous plaît, pour aider le travail de l'équipe d'Exposité, on vous demande de ramasser vos déchets et de les déposer dans les poubelles qui sont situées à l'arrière de la salle. Je vous souhaite une bonne pause et on se retrouve dans 15 minutes.